nous ont écoutés ne seront pas surpris. Nous disons depuis toujours la même chose, depuis 20 ans maintenant, que le pays qui devient indépendant aujourd'hui, samedi, ou imaginons même que nous sommes dimanche, il déclare, il proclame son indépendance politique dimanche, le lundi, il n'est pas dit mardi, le lundi, il sort sa monnaie. Pourquoi? C'est la condition sine qua non pour pouvoir faire travailler le peuple. Le peuple qui, à travers son travail, fait sortir du sol et du sous-sol des richesses, produit des biens et des services. Lesquels, oui, c'est bon? Lesquels services, lesquels biens arrivent à satisfaire les besoins. La monnaie, pour ne pas dire l'argent, est à l'économie ce que le carburant est à la voiture. Ou bien ce que l'air, l'oxygène que nous respirons est à l'homme. S'il n'y a pas d'oxygène, l'homme meurt. S'il n'y a pas de carburant dans une voiture, la voiture ne peut pas marcher. Même si c'est une voiture électrique, si vous ne mettez pas l'électricité, la voiture ne marche pas. C'est comme ça la monnaie. Donc, les pays anciennement colonisés, qu'on appelle les pays de la zone française, qui sont 15 aujourd'hui, ils n'ont pas de monnaie. Ils ont la monnaie coloniale, qu'on appelle le franc des colonies françaises d'Afrique, en abrégé, le franc CFA. C'est ça qui est depuis 1947 jusqu'à ce jour. Évidemment, gérer, c'est prévoir. Donc, il ne faut pas réveiller le chat qui dort. Donc, on ne dit plus le franc des colonies françaises d'Afrique. On dit, en Afrique de l'Ouest, le franc de la communauté financière africaine, en abrégé franc CFA. Ou alors, en Afrique centrale, on dira le franc de la coopération financière en Afrique centrale, toujours en abrégé franc CFA. Mais c'est exactement la même chose depuis 1945 jusqu'à ce jour. Donc, nous allons survoler les causes du sous-développement de ces pays-là. Pourquoi ces pays ne peuvent pas décoller? Ne décollent pas et ne peuvent pas décoller économiquement. Ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie, nous allons proposer des solutions qui, nous le savons, si elles sont mises en application, l'Afrique francophone connaîtra un meilleur sort. Non seulement pour l'intérêt de l'Afrique elle-même, mais aussi pour les intérêts des pays européens, dont particulièrement la France. Nous allons faire la démonstration. Donc, ici, alors, voilà. Donc, c'est la première partie. Deuxième partie, nous ferons des solutions. Alors, très rapidement, regardons les résultats. On nous a fait comprendre que si, effectivement, il y avait une coopération, alors, on nous a dit que si les pays africains de la zone franc-CFA faisaient une coopération monétaire avec la France, ces pays-là allaient se développer très vite. Et plus vite que les autres pays. Malheureusement, bon, parce que là, la donnée statistique que j'ai programmée ne sortent pas, je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est totalement différent. Pourquoi? Je voulais montrer tout simplement qu'en 1960, le revenu par habitant de la Corée du Sud était de $690 par tête en 1960. Aujourd'hui, pour la Corée du Sud, c'est plus de $32 000 par tête. Et ces pays africains de la zone franc, qui justement avaient plus de $1 000 par tête, eh bien, dans le meilleur des cas, c'est $2 000. Un pays comme Centrafrique, c'est autour de 850, alors qu'en 1960, c'était autour de 900. Ce que nous sommes en train de dire, c'est que tous ces résultats ne nous surprennent pas, parce que tout simplement, la France applique à ces pays africains de la zone franc-CFA ce qu'on appelle le nazisme monétaire. Ce nazisme monétaire, je voudrais vous dire, ce n'est pas de la métaphore. C'est-à-dire, la France a été victime du nazisme monétaire. Et comment? Quand les nazis ont pris la France, évidemment, quand on parle du nazisme, nous voyons partout le sang versé par les Allemands nazis. Mais il n'y a pas que ça.
les Allemands se sont mis au cœur du système financier de la France. Et c'est ce que vous voyez là. C'est-à-dire que vous voyez bien les Allemands qui sont venus voir le gouverneur Fernier pour dire que voilà, nous sommes venus à la Banque de France, qui est la Banque centrale de France, nous installer. C'est ce que vous voyez là. Et voilà le gouverneur Fournier qui a été obligé d'accepter la coopération malheureuse. Et tout ça, ça a été décrit par les Français eux-mêmes. Ici, c'est Pierre Arnoux que nous citons. Et vous voyez bien l'amiral Darlan qui a accepté l'installation au cœur du système financier des nazis. C'est ça, l'amiral Darlan, le voilà, qui a été même assassiné en Algérie, en passant. Ensuite, quand la France a été libérée, elle a appliqué le même système. Donc, je vous ai dit, on nous a dit que si on faisait la coopération monétaire, on allait aller plus vite, c'est ce qui est là. Tout ce que je suis en train de dire, je rappelle, nous sommes dans un pays quand même, les droits de l'homme, où si vous dites des choses qui ne sont pas bien, la diffamation, vous êtes poursuivi. Ici, il ne s'agit pas du français moyen qui est dans la revue, il ne sait même pas ce qui se passe. Non, non, c'est des détaché là. Il ne sait pas ce qui se passe, mais c'est au niveau de l'État français. Donc, tout ce que nous disons, nous nous adressons directement à l'Élysée. Ça veut dire, objectivement, si le professeur vous raconte des bêtises, non seulement il sera arrêté à la base, sur la base de ses paroles, mais tout ce que j'ai dit, c'est tout dans le livre qui est sur la place publique. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, la monnaie que nous utilisons en Afrique, c'est d'origine esclavagiste. C'est voilà Napoléon qui l'a créée, et qui a créé d'abord la Banque du Sénégal. Et la Banque du Sénégal est l'ancêtre de toutes les banques commerciales centrales que nous connaissons en Afrique, c'est-à-dire la BCAO, la Banque centrale de l'Afrique de l'Ouest, la BEAC, la Banque centrale de l'Afrique centrale, et la BCC, la Banque centrale des Comores. Tous ces trois banques centrales reprennent l'esprit de la Banque du Sénégal qui a été créée à l'époque esclavagiste par Napoléon III. Maintenant, quand ils ont eu l'indépendance, ces trois banques centrales ont gardé l'esprit de la Banque du Sénégal. Mais surtout, ce que nous voulons dire, après la période esclavagiste, il y a eu la période des nazis. C'est ce qu'on appelle le nazisme monétaire. Et la France a été victime du nazisme monétaire. Je vous ai montré les nazis qui étaient venus tout à l'heure à la Banque de France pour voir le gouverneur Fournier. Ici, vous voyez bien celui-là même qui a appliqué le nazisme monétaire sur la France et les autres pays vassalisés de l'Europe et de l'Europe. Donc, ici, c'est Hermann Göring. Le père du franc CFA, c'est le général de Gaulle. Mais le grand-père du franc CFA, c'est Hermann Göring. Voilà. Ensuite, le nazisme monétaire se manifeste par 4 manières, à savoir la présence des nazis au cœur du système financier. Deuxièmement, la dévaluation du franc français par les nazis pour se donner un grand pouvoir d'achat. Troisièmement, par le remplacement de la monnaie française par une monnaie coloniale qu'on appelle le Deutsche Mark allemand colonial. C'est-à-dire le marque allemand colonial est valable ici en France, mais n'est pas valable en Allemagne. Et c'est exactement la même chose que le général de Gaulle va appliquer. Et quatrièmement, maintenant, il y a eu ce qu'on appelle le clearing, qui veut dire que ce n'est pas un accord en anglais, mais qui permettait aux Allemands de piller économiquement, méthodiquement l'État français, dans ce cas précis. Et c'est exactement la même chose que la France va appliquer sur les pays africains de la zone franc CFA. Bien. Donc, ici, les finances. Et comme je vous l'ai dit, la France, comment on appelle? Voilà. La France applique le nazisme monétaire et on a vu l'amiral Darlan qui avait accepté
l'intégration, l'installation des nazis au cœur de la Banque de France, aux devises, etc. Quand les nazis sont partis, grâce, et ça il faut le dire avec force, grâce au concours des Africains, si vous voulez on pourra revenir dessus, eh bien le général de Gaulle ici présent a appliqué exactement le même nazisme monétaire aux Africains depuis 1945 jusqu'à la seconde où je vous parle. Et c'est par un décret, vous pouvez le noter, le décret 45-01-36, qu'il a décidé d'inventer le franc des colonies françaises d'Afrique et qu'il a appliqué à tous les pays africains qui sont dans l'empire colonial français. Et ça, il l'a fait avec la coopération, bien sûr, de ses ministres, comme par exemple le ministre des Finances, René Prével, et le ministre des Colonies, en la personne de Jacques Soustelle. Ça a été publié au journal officiel que vous voyez, le journal officiel numéro 305, page 85-82. Vous pouvez prendre tout ça. Parce que nous sommes dans une logique de lutte pour la libération des peuples asservis. On ne peut pas d'un côté dire la France est un pays des droits de l'homme et de l'autre côté, elle fait ce qui est inacceptable, non seulement en France, même par les citoyens moyens lambda, mais à l'échelle planétaire. Le nazisme est condamné sous toutes ses formes, ici et maintenant, à l'échelle planétaire. Malheureusement, la France l'applique ici et maintenant aux Africains. Donc, c'est pour ça que nous luttons. Le franc CFA, comme dit ici l'ambassadeur plénipotentiaire Bourguignon, il dit bien que, eh bien, le franc CFA permet donc, comme vous le dites, de procurer des avantages politiques et stratégiques à la France. Le franc CFA est l'outil qui permet à la France d'entretenir son rayonnement et son influence en Afrique. Si c'était ça seulement, mais c'est plus que ça. La monnaie, par définition, appartient au peuple. Ça veut dire que c'est le peuple, et rien que le peuple, qui décide d'avoir telle monnaie plus qu'une autre. Prenons le cas de la France. Il a fallu passer par le référendum pour demander au peuple français, est-ce que vous voulez le franc français ou alors l'euro? Et à 51%, le peuple français a dit, nous voulons l'euro. Dans le cas de l'Afrique, c'est pas vrai. On n'a jamais demandé l'avis aux Africains. On a imposé le franc des colonies françaises aux Africains depuis 1947 jusqu'à ce jour. Donc, c'est une monnaie anticonstitutionnelle. Mais pire, puisque c'est une monnaie qui appartient à la France à 100%, et il y a beaucoup d'Africains qui se trompent dessus, parce qu'ils sont maintenus volontairement dans l'ignorance, eh bien, c'est une monnaie qui appartient à la France par voie de conséquence. Elle se produit, cette monnaie, c'est-à-dire le franc CFA, se produit non pas sur le vaste territoire africain, mais ici, en France, précisément à Chamalières. Voilà l'adresse que vous pouvez prendre. Et dès lundi, vous téléphonez. Toutes les références sont dans les coordonnées. Ils vont vous dire, effectivement, c'est nous qui produisons le franc CFA. Eh bien, vous allez dire, mais quel est l'intérêt? Eh bien, l'intérêt, pour comprendre, n'a pas besoin d'être un économiste. Donnez votre porte-monnaie à quelqu'un d'autre. Et vous allez comprendre la suite. C'est lui qui va décider ce que vous allez manger. C'est lui qui va décider quand vous allez manger. Et c'est ça. C'est l'esclavage économique, l'esclavage monétaire qui, justement, met les pays africains dans cette situation de subordination. Donc, ils n'ont aucune souveraineté monétaire. Et parce qu'ils n'ont pas de souveraineté monétaire, ils ne peuvent pas avoir la souveraineté économique. Or, c'est la souveraineté économique qui a permis l'indépendance politique et durablement acquise. Donc, ici, dans ce cas d'espèce, imprimer de la monnaie, imprimer des billets de banque, c'est une imprimerie, c'est une entreprise qui fonctionne. Que se passe-t-il? Eh bien, il faut des recettes. Donc, ici, quand on imprime les billets de banque à Chamalières, eh bien, on les met dans les avions cargo et on envoie en Afrique. Mais c'est du travail, ça va être payé. Donc, c'est 25%. Ça veut dire quoi? Si les Africains ont demandé, par exemple, pour 100 000 milliards de francs CFA, eh bien, 25%, c'est 25 000 milliards de francs CFA qu'ils payent à cette imprimerie qui est à Chamalières. Mais qu'est-ce que la France doit faire ici et maintenant avec les CFA? Elle n'en a pas besoin.
Donc, elle est convertie les 25 000 milliards de francs CFA en euros et ça donne l'équivalent de plus de 38 milliards d'euros que les Africains payent. Et ça fait vivre les salariés. Question. Maintenant, vous voyez bien que c'est une affaire rentable. Non seulement qui maintient les Africains dans l'esclavage, donc la domination française, mais mieux, ça permet donc à des entreprises de vivre. C'est pourquoi, depuis le général de Gaulle jusqu'à la seconde où je vous parle, en passant par le François Hollande, les socialistes, vous voyez bien ces déclarations officielles. Il dit que le franc CFA, c'est ce qui nous lie à l'Afrique. Et c'est pourquoi j'y suis attaché. De quelle liaison il parle? La France a parti des liaisons, a des liens partout avec tous les pays du monde. Mais quand il dit c'est ce qui nous lie à la France, il s'agit d'une liaison de subordination des Africains à la France. C'est de ça qu'il parle. Et c'est pourquoi il est attaché à ça. Et il va plus loin. Pour dire, ce n'est pas la France qui gère la zone franc et la zone monétaire. Ce sont les Africains avec la France. Vous avez bien compris, c'est un homme politique. La France ne gère pas le Sidi du Ghana avec les Ghanéens. Elle ne gère pas non plus le Naira du Nigeria avec les Nigérias. Si elle gère le franc CFA, c'est parce que c'est sa monnaie. C'est ce que nous demandons de comprendre. Parce que souvent, on maintient le monde dans l'ignorance totale et on vous fait avaler. Ensuite, comme dit le Premier ministre, en la personne d'Edouard Balladur, il dit que le franc CFA a été dévalué à l'instigation de la France. C'est-à-dire que c'est la France qui a décidé de dévaluer le franc CFA en 1994. Mais il va plus loin pour dire, et ça, il a 1 milliard de fois raison. La monnaie n'est pas un sujet technique, mais politique, qui touche à la souveraineté et à l'indépendance des nations. Et il a raison. Question fondamentale. Puisque ces pays sont censés être indépendants politiquement, pourquoi lui qui est français, il va dévaluer le franc CFA? La réponse, vous l'avez. Parce que le franc CFA est une propriété à 100% de la France. Donc c'est la France qui a le droit de dévaluer cette monnaie. Et qu'est-ce qui s'est passé à la dévaluation de 1994? Où, à Dakar, où la France a été représentée par Michel Roussin, qui n'était qu'un simple ministre de la coopération. Il a annoncé la décision prise par la France. Et tous les États, tous les chefs d'État africains se sont accroupis. C'est ce que nous dit le président Yadema pour dire, comme l'on dit, la force prime souvent le droit. Les voix africaines n'ont pas compté pour grand-chose dans cette affaire de dévaluation. Qu'est-ce qu'ils pouvaient dire? Et ce sont des esclaves modernes. Et ici, comme nous dit le gouverneur Christian Noyer, eh bien, c'est la France qui maintient dans une surveillance totale tous ces pays africains. Parce que, justement, comme je vous l'ai dit, c'est la monnaie de la France. C'est ce qu'on appelle une monnaie obsidionale, c'est-à-dire une monnaie de siège, une monnaie militaire, comme les Allemands l'avaient fait. C'est ce que fait la France. Et ils n'ont donc pas, comme dit ici le gouverneur, les Africains n'ont pas le droit de faire ce qu'on appelle un financement monétaire. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas produire de la monnaie pour financer leur économie, ils n'ont pas ce droit-là. Par contre, eux, les Français, comme nous dit ici le gouverneur de la BCE, c'est-à-dire à la personne, le gouverneur Mario Draghi, eh bien, depuis 1900, tout ça, à l'an 2017, mais depuis l'an 2014 ou 15, il injecte chaque mois, je dis chaque mois, plus de 60 milliards d'euros dans l'économie. Quand on convertit, ça fait plus de 39 000 milliards de francs CFA qu'il injecte chaque mois dans l'économie européenne. Ça ne correspond pas à la production de l'or. C'est des bouts de papier qu'on produit. Mais c'est l'expression de la souveraineté. Souveraineté qu'on refuse aux Africains. Il y a beaucoup qui sont étonnés de dire, mais qu'est-ce que font les Africains ici? Ce sont les conséquences, nous verrons ça. Donc ici, ce qu'il faut rappeler, c'est que la zone franc a des institutions. D'un côté,
et de l'autre côté, les 4 principes. On parle de la conférence des chefs d'État. Celle-là, c'est une des institutions qui est ce qu'on appelle, qui est au-dessus. Mais dans la réalité, tous les pouvoirs qu'on va les reconnaître, ce sont des pouvoirs fictifs parce que la monnaie appartient à la France. Donc, si les chefs d'État veulent prendre une décision, il faut que cette décision vienne d'abord de France. On parle même du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres qui est censé dévaluer ou réévaluer le franc CFA, mais vous l'avez vu avec Edouard Balladur, ils n'ont pas ce pouvoir-là. Donc, tout ça, c'est du pipeau. Maintenant, voilà la configuration. Au sommet, d'abord, il faut rappeler, puisque je pense que le milieu est hétérogène, lorsque vous êtes dans un pays, il y a au-dessus la banque centrale. C'est cette banque centrale qui coiffe toutes les banques commerciales où chacun de nous a son argent. Ensuite, la politique monétaire est décidée depuis la banque centrale. Donc, quand vous maîtrisez la monnaie dort dans une maison qu'on appelle la banque centrale. Et c'est cette banque centrale qui dicte quelle est la politique monétaire qu'il faut mener dans le pays. Donc, ici, on voit la Banque de France qui est là, qui a sous sa direction les 3 banques centrales africaines, c'est-à-dire la BCC, Banque centrale des Comores, la BCAO, Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, et la BEAC, la Banque des États de l'Afrique centrale. Mais toutes ces 3 banques centrales, qui en fait sont des filiales de la Banque de France, il faut exécuter ce qui vient de France. C'est pourquoi, dans ces 3 banques centrales, il y a des Français. Il n'y a pas longtemps, le président Hollande disait que la zone franc est gérée non seulement par la France, et non seulement par les Africains, mais aussi par la France. C'est pourquoi les Français sont présents dans ces 3 banques centrales. Regardons ensemble. À la BCC, Banque centrale des Comores, il y a 8 administrateurs, dont 4 Français. Il y a 4 Français et 4 Comoriens. Je vous parle de ce qui se passe ici et maintenant à la seconde. Ensuite, à la BCAO, bon d'abord, à la BCAO, il y a 16 administrateurs africains, noirs et 2 Français. Avant, c'était à égalité, mais maintenant, parce qu'il faut voiler la présence des Français pour ne pas réveiller la conscience des Africains. Maintenant, même les 2 Français qui sont présents au conseil d'administration, on a pris un qui est présent au conseil d'administration, et puis un autre dans un autre comité qu'on appelle le comité des politiques monétaires. Mais tout ça, on ne fait que voiler. Aussi, au niveau de la BEAC, Banque des États de l'Afrique centrale, il y a 4 administrateurs, dont 2 pour la République de France. Tout ça sont des tests officiels. Ce qui est important, et c'est ça qu'il faut retenir, c'est que ces Français ont le droit de veto. Même si on avait mis un seul Français coupé en 10 morceaux, et on prend un 10e de Français, il est présent. Mais comme c'est le principe de l'unanimité, l'unanimité, c'est-à-dire tous doivent être d'accord. Les Français, ils sont là pour veiller sur leurs intérêts. Ce qui est normal. C'est aux Africains de tirer les conséquences. Donc voilà le conseil, le droit de veto. Je passe dessus. Ensuite, on parle du procès de l'unité. Je rappelle que tout ce que j'ai dit, c'est officiel. Voilà l'illustration des 2 Français qui sont là. Parmi les 16 administrateurs africains. Mais ceux-là, ils n'ont aucun vrai pouvoir. Ensuite, c'est la France qui détermine la politique monétaire. C'est-à-dire, c'est elle qui décide s'il faut diminuer le taux d'intérêt ou pas. C'est elle qui décide s'il faut accorder des crédits bancaires aux Africains pour qu'ils entreprennent. Je parle en présence de beaucoup d'Africains. Est-ce que vous est arrivé de trouver dans un seul pays africain un Français blanc, parce qu'il y a aussi des Français noirs, ce n'est pas de cela que je parle. Un Français blanc en Afrique francophone qui est pauvre. Vous l'avez vu une fois, et quelqu'un soulève le doigt ici dans cette salle. Vous n'en trouverez pas. Pourquoi?
Et ça, je vous donne maintenant l'information. Parce que le Français blanc qui arrive là-bas, dès qu'il arrive, il passe au consulat de France pour dire que bon, je suis venu me chercher, comme on dit chez nous. On dit bon, ici nous sommes en terrain conquis. Il est hors de question de terminer l'image de la France. Voilà, le pays est vierge. Qu'est-ce que tu veux faire? Il va dire, bon, moi je suis menuisier. Il dit, bon, quel est ton budget? S'il dit, je veux par exemple 200 millions de francs CFA, eh bien, lors des données, on va lui donner ce crédit bancaire. Et lui, il va créer son entreprise. Et là, il va embaucher les Africains qu'il va payer moins cher. Et il deviendra riche. Il va dormir dans des grosses villas avec piscine, tout ça. Mais les Africains qui sont sur le terrain, eux, ils n'ont pas accès à ce crédit bancaire. C'est fait exprès. C'est le prix à payer de l'absence de la souveraineté monétaire. Donc, vous voyez bien déjà, hein, au niveau donc des institutions, mais comme si ça ne suffit pas, il y a les 4 principes. On parle du principe de la centralisation des changes ou alors le principe des comptes d'opération. Ensuite, le deuxième principe, c'est le principe de la libre convertibilité des francs CFA hier en francs français et aujourd'hui en euros. Le principe de la fixité des parités et le principe de la libre transférabilité des capitaux de la zone franc CFA vers la France. Tous ces 4 principes qui ont été conçus à l'époque coloniale par et pour les intérêts des colons concourent objectivement vers l'enrichissement de la France et l'appauvrissement de l'Afrique. Nous allons passer en revue quelques... Alors, ici, le principe qu'on appelle de la centralisation des charges ou bien les comptes d'opération. Je rappelle, ce principe est d'origine nazie. Ce sont les nazis qui l'ont inventé et ça a été repris par le général de Gaulle. Comment fonctionne ce principe? À l'époque où les nazis ont pris la France, ils ont fait obligation au peuple français d'exporter vers l'Allemagne des biens dont les Allemands avaient besoin. Et au lieu de payer les Français vassalisés, ils disent ceci: vous les Français, exemple, on vous demande de nous exporter pour 100 millions de Deutsche Mark pour les pommes de terre. Eh bien, ce n'est pas le gouvernement vassalisé français qui est à Paris qui va produire les pommes de terre, mais ce sont les paysans français. Donc, l'Allemagne nazie fait obligation au gouvernement français de payer de sa propre poche ces paysans français. Cash. Et c'est ce que fait le gouvernement. Et les pommes de terre obtenues sont exportées vers l'Allemagne. Maintenant, l'Allemagne dit ceci: on a reçu l'équivalent de 100 millions de Deutsche Mark et de pommes de terre, etc. Maintenant, au lieu qu'on vous paye, et suivez ça très bien, nous les Allemands, nous ouvrons ici à Berlin un compte pour vous les Français vassalisés. Donc, nous mettons dans votre compte un signe plus, c'est ce qu'on appelle thrifty. Seulement cette somme, que ce soit 100 millions de Deutsche Mark ou 100 milliards de Deutsche Mark, vous ne pouvez l'utiliser que si vous remplissez 2 conditions. Première condition, acheter, importer des biens dont vous avez besoin. Vous les Français, achetez cela en Allemagne. Ça, c'est la première condition. Mais la deuxième condition, la plus terrible, vous devez avoir l'autorisation préalable de Hitler. Autorisation, vous le comprenez très bien, et Hitler n'a jamais donné. Et comme nous dit ici le ministre de l'économie et des finances, M. Pierre Catala, vous le voyez bien, il vous dit qu'en vertu d'un accord intervenu en 1940, la France finance des exportations faites à destination de l'Allemagne. Ça veut dire que chaque fois qu'une usine française, bien sûr, travaille pour le compte allemand, elle est créancière de l'État allemand auquel elle fait ses fournitures. Mais en fait, c'est le Trésor français qui fait les avances nécessaires en francs français. Nous supportons les charges des exportations industrielles ou commerciales faites à destination de l'Allemagne.
de l'Allemagne. Ah. Donc, à destination de l'Allemagne. En contrepartie, nous avons un crédit en Allemagne, en marque. Ce crédit, nous ne pouvons en disposer que pour les paiements à faire à l'Allemagne. Donc, des charges supplémentaires pour notre trésorerie. Pour 1943, l'avance faite pour le clearing a pris des proportions inquiétantes. Alors que dans le courant des années précédentes, les sommes versées s'établissaient à 2 ou 3 milliards par mois, en septembre, en 1943, les avances ont atteint la somme de 7 milliards par mois, etc. Et comme je vous l'ai dit, est-ce que les Français ont pu récupérer ces sommes? La réponse est donnée par Pierre Arnoux, qui est inspecteur des finances. Il dit l'institution et le fonctionnement du soi-disant accord de compensation valurent à l'Allemagne des avantages considérables. Grâce à lui, elle put acheter gratuitement et sans limitation toutes les ressources françaises nécessaires à la poursuite de la guerre, etc. Donc ici, l'intérêt pour nous, c'est que ce même système est repris après la guerre par la France, qui va l'appliquer aux Africains. C'est ce qu'on appelle le principe des comptes d'opération ou bien le principe de la centralisation des charges. Comment ça fonctionne? Voilà ce que dit la France dans ses accords. Que vous, les Africains, vous devez exporter vers chez nous des biens dont nous avons besoin. Et nous ouvrons pour vous, les Africains, un compte qu'on appelle les comptes d'opération. Et chaque fois que vous exportez vers nous, les Français, on met un signe plus dans votre compte. Ça dit, si vous voulez bien comprendre, lorsque le Ghana, qui n'est pas de la zone franc CFA, donc qui n'a pas un compte d'opération, exporte vers la France des biens, la France est obligée de puiser dans ses comptes, dans ses caisses, des devises et payer le Ghana, payer le Nigeria, payer les autres pays qui n'ont pas de compte d'opération. Si c'est pour les comptes d'opération, les pays africains de la zone franc CFA, c'est des signes plus, exactement comme faisaient les Allemands. Donc, voilà les choses. Ensuite, ils disent ceci. Cet argent, si vous exportez vers nous, vous gardez, mais il y a déjà, non seulement ça, mais surtout, si en plus de cela, vous les Africains, vous exportez dans le monde entier et que vous avez l'argent des autres qu'on appelle les devises, vous venez déposer tous ces devises ici en France. Je dirais quand, car c'est très important. De 1945 jusqu'à 1973, vous les Africains, tout ce que vous gagnez, qui se trouve donc en devise, c'est-à-dire en monnaie étrangère, vous déposez ça ici, en France, au Trésor public, l'intégralité, 100% de ces devises de 1945 jusqu'à 1973. Et c'est à partir de 1973 jusqu'à l'an 2005, la France, dans sa générosité légendaire, a dit ne déposez plus 100%. Après que vous êtes nos amis, déposez simplement 65%. C'est-à-dire que si vous gagnez 100 milliards de dollars, eh bien vous déposez 65 milliards ici en France. Et à la seconde où je vous parle, dans son progrès, la France a dit, c'est pas la peine, on vous exploite trop maintenant. Donnez-nous simplement 50%. C'est-à-dire, si vous gagnez 2000 €, vous prenez la moitié, vous donnez à la France. C'est ça, à la seconde où je vous parle, c'est ça qui est en vigueur. Donc, ici, c'est ce que nous dit ici le président Gbagbo. Ici, je rappelle, il ne s'agit pas de dire je supporte Gbagbo. Non, c'est un président qui parle. Eux, ils connaissent la vérité. Tout comme ceux qui sont en l'Élysée savent. Mais le citoyen moyen, la jeune Française qui est dans la rue, le jeune Français, lui, il ne sait pas ce qui se passe. Mais eux qui sont au sommet, ils savent. Donc, c'est ce qu'il nous dit ici. La France a ses représentants dans le conseil d'administration du franc CFA. Et la Banque de France détient les fonds. Les comptes d'opération encaissent en Banque de France les exportations de nos pays.
C'est un président qui va, il est actuellement à l'arrêt, à la CPI. Et Madame Christine Lagarde, en sa qualité de ministre de l'économie et des finances, elle confirme ce que je viens de vous dire. Historiquement, l'obligation était de 65%. Elle est de 50% pour les deux zones économiques depuis 2005. Voilà. Et elle dit en contrepartie, nous donnons une garantie de convertibilité, je vais vous en parler. Mais elle va plus loin pour dire, même si nous, la France, dans notre générosité, nous demandons simplement 50%, il y a des pays de la BA qui vont jusqu'à donner 90%. Vous allez dire, donc vraiment, c'est pas notre faute, hein? C'est pas notre faute. Nous, les Français, c'est pas notre faute. Mais j'aimerais qu'on transcende cela. C'est justement quand on fait ça qu'on est le vrai ami de la France. C'est quand on fait ça, non seulement on peut mourir au pouvoir, mais on peut mettre son enfant au pouvoir. Et ça, c'est soutenu par la France. C'est ce que je veux que le peuple français le sache. Parce que le problème de l'immigration, parce que ça sera la conséquence, on en parlera. Souvent, on ment au peuple français, on ment aussi au peuple africain. Et on ne sait pas pourquoi les gens souffrent. Les gens ont tout ce qu'il faut. Mais pourquoi ils n'arrivent pas à décoller? C'est de ça, nous parlons avec gravité. Donc, quelles sont les conséquences quand la France détient les fonds? Eh bien, première conséquence, il y a le blocage de l'industrialisation des pays de la zone franc. Depuis 1945 jusqu'à ce jour. Pourquoi? Industrialiser un pays, ça veut dire acheter les machines pour transformer en produits finis les matières premières agricoles, minières, minérales et énergétiques qui sont en Afrique. Or, si vous voulez acheter par exemple des machines aux Américains, l'Américain n'a pas besoin de francs CFA. Il faut lui présenter les dollars. Or, je vous ai dit, depuis 1940 jusqu'à 1973, toutes les devises, je rappelle, devises, ce sont les monnaies étrangères, sont données à la France. Et la France appuie sur sa machine, elle fait sortir les faux billets qu'on appelle les francs des colonies françaises et elle détient ces devises. Lesquelles devises qu'elle utilise pour se développer. Nous verrons ça avec d'autres Français que je vais vous citer. Donc, vous voyez bien que la première conséquence de ce système, c'est le blocage de l'industrialisation africaine. Et ici, peut-être, comment on appelle, le président Gbagbo a énoncé qu'en 2011, il y avait plus de 14 000 milliards de francs CFA au compte d'opération. Vous allez dire, mais ça c'est quoi ça? Ça représente quoi? Eh bien, pour nous, même si pour les Français, ça n'a pas de sens, mais c'est l'équivalent, par exemple, de 2 millions de machines agricoles achetées chacune à 2 millions, ou bien 1400 entreprises d'eau potable ayant 10 milliards, ou bien 2 millions 800 000 logements sociaux de 5 millions, etc., etc. Donc, pour nous, ça a un sens. Maintenant, puisqu'il y a les devises qui sont bloquées en France, eh bien, les Africains n'ont pas le pouvoir de la création monétaire. Une banque fait de la création monétaire quand elle convertit les devises que vous lui présentez, elle les prend et en lieu place, elle vous donne la monnaie locale. On dit qu'elle fait de la création monétaire. Ici, ce n'est pas possible. Mais voilà Jean Boissonnat. Jean Boissonnat, pour les Français qui le connaissent, c'est un brillant journaliste. Mais nous ne le citons pas en tant que brillant journaliste. Nous le citons parce qu'il est membre du comité monétaire de la Banque centrale de France, qu'on appelle la Banque de France. Et il dit ceci. Pratiquement toutes les décisions étaient prises à Paris. La zone franc a permis à la France de se fournir en certaines matières premières sans débourser de devises. C'est-à-dire sans payer. Vous avez appris ce qu'on appelle les 30 glorieuses, c'est-à-dire de 1945 jusqu'à 1975, quand la France avait été dévastée par la première et surtout par la deuxième guerre mondiale. Il fallait reconstruire. Il fallait se reconstruire. Mais avec quoi? Avec les matières premières qui ont été prises gratuitement en Afrique. C'est de ça qu'il parle. Et il dit, on a calculé qu'elle représentait 250 millions de dollars par an d'économie de devises. La métropole a acheté en 1954 pour 365 milliards de marchandises, principalement des produits. On a estimé que 500 000 Français de la métropole
tiraient leurs moyens d'existence de l'ensemble économique de la zone franc. Ça, on n'était qu'en 1954. Or, ça a continué jusqu'à la seconde où je vous parle. Donc, vous comprenez qu'il y a d'autres. Maintenant, la question, qu'est-ce que les Français font avec l'argent des Africains? Eh bien, comme nous dit Xavier de la Fournière, l'avantage que représente pour le Trésor français l'existence des soldes créditaires au compte d'opération est réel, car ils sont l'une des ressources qu'utilise le Trésor français pour financer l'achat qui résulte pour lui des découvertes d'exécution des lois de finances et de l'amortissement de la dette publique. En français, ça c'est trop technique. Mais quand on dit amortir une dette, ça veut dire rembourser la dette. En d'autres termes, Xavier de la Fournière dit que la France utilise l'argent des Africains pour payer une partie de sa dette extérieure. Parce que ce sont des devises. Je rappelle encore, les devises des monnaies étrangères. Ensuite, il n'est pas le seul. Après Xavier de la Fournière, nous avons le rapport Jean Anne qui dit « Lorsque les pays de la zone franc exportent vers l'étranger plus qu'ils n'importent, ils procurent à la France des devises. Celles-ci, c'est-à-dire ces devises, sont utiles si dans le même temps, sa propre balance de paiement avec l'étranger est déficitaire. En un mot, quand le déficit de la balance, en un mot, la France prend l'argent des Africains pour payer une partie de son déficit de la balance de paiement. Ce sont des faits. Ce sont des Français authentiques. Vous avez vu? J'ai dit qu'il y a beaucoup de Français, il y a des Noirs qui sont parlés tout là. Mais ça, ce sont des Français authentiques. Voilà. Des blancs très clairs. Les voilà. C'est eux qui parlent. Et ce sont des officiels. Voilà. Ensuite, parce qu'il y a des gens qui sont en état de sous-information, ils sont en train de magnifier ce qui est inacceptable. Le nazisme monétaire ne doit pas exister. Ça existait, c'est vrai, mais ça ne doit plus exister. Malheureusement, c'est ça qui se manifeste en Afrique. Et quand vous avez de l'argent, exemple, vous placez, je ne sais pas, 100 000 euros dans une banque, la banque dit, je vous rémunère pour ne serait-ce que pour 1%. Et puis 1% des 100, c'est bien 10. 100 000 et 10 000, ce sont les intérêts. Tous ces intérêts qu'il les prend, c'est ce que nous dit le président gabonais Bongo, fait Bongo. Il dit que nos comptes d'opération sont gérés par la Banque de France à Paris. Qui bénéficie des intérêts que rapporte notre argent? C'est la France. C'est un président. Mais surtout, comme vous voyez bien, l'endettement des Africains par la France avec les capitaux africains. Je m'explique. S'il y a 14 000 milliards qui sont dans les comptes d'opération, si vous placez ne serait-ce qu'à 3%, eh bien, ça vous rapporte 420 milliards, non, c'est pas 520 milliards d'intérêts. Et c'est sur ces intérêts que la France prend une partie et va aider les Africains, va prêter, c'est-à-dire sur les 420 milliards, elle peut prendre 30 milliards ou même 100 milliards, en mettant tous les journalistes du monde entier, nous allons aider nos amis les Africains. C'est-à-dire, on prend l'argent des Africains pour aller endetter les Africains. Vous comprenez? Ce sont des faits, ça. Ensuite, c'est ce que dit, la même chose que le président Gbagbo est en train de dire. Ensuite, vous voyez bien, comme la France elle est présente dans les banques centrales, la banque centrale génère des bénéfices. Ces bénéfices, normalement, devaient être utilisés pour aller financer les pays africains, les trésors publics de ces pays. Mais que fait la Banque de France? Et que fait la France? Elle prend ces bénéfices sous forme d'emprunts. C'est ce qu'on appelle les emprunts obligataires. Donc, ça, ce sont des choses que nous avons pu récupérer au bilan, dans le bilan. Tout est disponible aujourd'hui. Il suffit d'aller sur Internet, vous allez voir ça. Donc, par exemple, en 2006, le portefeuille en devise de la BCEAO comporte essentiellement des titres obligataires acquis et constitués en majorité des titres souverains émis par la France. Ça veut dire tout simplement la banque, la France emprunte. Vous voyez bien l'équivalent de près de 900 milliards. Elle emprunte cet argent-là. Au lieu de laisser
la chance aux Africains de se financer et se construire, elle récupère cet argent. Or, normalement, ce n'est pas bien. Deuxièmement, l'austérité budgétaire, sans fin. Le budget, c'est deux parties. D'un côté, les recettes, de l'autre côté, les dépenses. Si vous gagnez 1000 euros et que vous dépensez 1000 euros, vous êtes en équilibre. 1000 moins 1000 égale 0. Si vous gagnez 1000 euros et que vous dépensez 800 euros, 1000 moins 800 égale 200 euros, ça c'est votre économie. Mais si vous gagnez 1000 euros et que vous dépensez par 1500 euros, vous êtes en déficit. Par exemple, 1000 moins 1500 égale moins 500. Mais on ne veut surtout pas que ces pays africains non seulement réalisent des déficits, mais surtout dégagent des bénéfices pour alimenter prioritairement les comptes d'opération. Donc les comptes d'opération sont devenus un poste budgétaire très important. Du coup, les Africains sont obligés de payer le prix. Ça se traduit comment? Par le gel ou le blocage des salaires. Surtout comme il y a des Français parmi nous ici, vous verrez qu'il y a des salaires qui sont bloqués depuis 20 ans, 25 ans, 30 ans. Donc vous voyez bien, le budget squelettique de l'éducation nationale, c'est-à-dire les enfants africains qui sont là, l'État n'est pas capable de dégager le budget conséquent pour pouvoir éduquer ses enfants. Mais la priorité des priorités, c'est de venir alimenter les comptes d'opération. Quand vous allez dans les hôpitaux, vous trouvez à même le sol, je dis bien à même le sol des malades. Je n'ai pas dit sur des lits, mais à même le sol. Donc les hôpitaux sont des mouroirs. Ensuite, quand vous prenez les transports collectifs, mais c'est un enfer. Parce que vous allez voir les Africains qui sont entassés les uns sur les autres dans les bus comme des sardines dans une boîte. Bref, la pauvreté structurelle, elle est grandissante et elle met en cause même l'indépendance politique durement acquise. Bien. Et c'est ce que nous dit ici le président Ouattara de la Côte d'Ivoire. Et dit la majorité des pays de la zone est confrontée à une pauvreté galopante et à une insuffisance d'infrastructures, etc. C'est un président de la République qui parle. Il ne s'agit pas de dire que je l'aime ou je ne l'aime pas. Nous sommes en train de tirer des faits constatés. Les comptes d'opération sont une tragédie humaine. Pourquoi? Pour mémoire, un paysan au sens réel du terme chez nous, dans un pays comme la Côte d'Ivoire, il gagne en moyenne par an 100 000 francs CFA. Ça veut dire que si 100 000 francs CFA sont bloqués ici, c'est un paysan qui est privé de ses revenus pendant un an. Si c'est 200 000, c'est deux paysans. Si c'est 140 000, on a vu tout à l'heure, 140 000 milliards, vous divisez par 100 000, vous trouvez l'équivalent de 140 millions de paysans littéralement privés de leurs revenus du 1er janvier jusqu'au 31 janvier. Quelqu'un qui est privé de son revenu, on le tue. C'est une tragédie humaine, c'est ce qu'on appelle un génocide lent qui s'opère, parce que c'est une catégorie de personnes à qui on fait ce massacre économique. Si c'était des peuples blancs qu'on faisait ça, les autres pays blancs allaient se révolter. Mais là, il s'agit des esclaves hier, ces Africains noirs là. C'est de ça on parle avec gravité. Ensuite, pour que le franc CFA soit soutenu, non seulement il faut déverser des devises ici en France, mais il faut déverser des stocks d'or. C'est pourquoi, grâce à l'apport des Africains, la France fait partie des 3 pays qui ont plus de 3000 tonnes d'or. Maintenant, un des inconvénients majeurs, parce qu'on ne va pas tous les citer, c'est la mise au pas des dirigeants africains. Ça veut dire quoi? Regardons le cas en 1958, avec Sékou Touré de la Guinée, qui n'est pas membre de la zone franc CFA, mais qui a pris de façon singulière, non au général de Gaulle, et a pris son indépendance politique. Et immédiatement, la conséquence logique, il a battu sa monnaie qu'on appelle le franc guinéen. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La France du général de Gaulle s'est mise dans une colère majuscule et est partie déverser sur la Guinée des faux francs guinéens pour désorganiser toute l'économie. Ça, c'est un exemple.
Parce qu'Ahmed Sékou Touré disait, il n'y a pas de dignité sans liberté. Nous préférons la liberté dans la pauvreté à la richesse dans l'esclavage. C'était quelqu'un qui savait ce que c'est l'honneur et la dignité de l'espèce humaine. Mais c'est grand cerveau. On en a fait ce que nous savons. Puisqu'on organisait, on manipulait des Guinéens pour aller renverser Sékou Touré. Et Sékou Touré disait, vous Guinéens, vous pouvez tenter votre coup d'État. Il faut le réussir. Parce que si vous le ratez, moi je ne vous raterai pas au nom du peuple guinéen. On ne joue pas avec la souveraineté des peuples. Donc, après lui, il y a eu Djibo Bakary du Niger, qui avait dans son programme que dès que nous prenons l'indépendance politique, nous battons notre monnaie. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, la France de l'époque, en 1958, a tout fait pour chasser Djibo Bakary et a mis son homme de maître qui est devenu président par la suite, qu'on appelle Ami Diori. Le président Modibo Keïta du Mali, il a battu la monnaie du Mali. Mais toutes les tractations ont été faites. Je ne citerai pas les noms des présidents africains que la France a utilisés pour pouvoir mettre dans une situation d'inconfort. Et puis finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Le président Modibo Keïta a été obligé de lutter contre l'inflation galopante, scientifiquement organisée par la France et ses alliés africains, d'une part. D'autre part, il a été arrêté, mis en prison et empoisonné en prison. Et c'est en prison qu'il est mort. Modibo était une lumière à l'époque. Il y a eu Sylvanus Olympio du Togo, qui a battu sa monnaie, qui devait mettre sur la place publique. Le 15 janvier 1963, il devait mettre la monnaie du Togo en place. Mais 2 jours avant, c'est-à-dire le 13 janvier 1963, il a été assassiné. Et son assassin, puisque c'est toujours une main noire qu'on prend pour appuyer sur la gâchette, il a été porté au pouvoir. Ensuite, il y a eu le président du Tchad, François Ngata Tombambaye, qui a été bombardé et tué dans son palais présidentiel le 13 avril 1975 par l'armée française parce que tout simplement il voulait battre la monnaie, qui est l'expression de la souveraineté d'un peuple. Ensuite, tout récemment, vous avez vu, le 20 octobre 2011, le Libyen Mouammar Kadhafi a été exécuté. Pourquoi? Au-delà de tout ce qu'on peut vous dire, pour nous les Africains, Mouammar Kadhafi avait dégagé tous les moyens, tous les stocks d'or qu'il fallait pour battre la monnaie, non pas seulement de la Libye, mais la monnaie africaine, qui devrait donc liquider le franc CFA. On devait avoir la monnaie africaine qui va dormir dans la Banque centrale africaine. Et ensuite créer le Fonds monétaire africain et la Banque des investissements africains. En un mot, grâce à ce projet, l'Afrique allait s'élever. On l'a exécuté. Ceux qui veulent savoir plus, ils verront ce qui se passe maintenant dans l'état même du Libye. Ensuite, le dernier cas que je vais citer, la mise au pas, n'oublions pas, c'est le cas du président Gbagbo. Eh bien, quand le président Gbagbo a contesté l'autorité de la France, qu'est-ce qui s'est passé? On l'a chassé, Gbagbo a été chassé de la BCEAO, dont la Côte d'Ivoire est membre. Et ensuite, bon, Gbagbo a réagi, bon, si ça n'est ainsi, eh bien, moi, je vais créer ma monnaie. Oh, David et moi. La Côte d'Ivoire fait 40% de la masse monétaire. Ça veut dire que si la Côte d'Ivoire de Gbagbo sortait de la BCEAO, le franc CFA va tomber. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut le savoir. La France a donné l'ordre. Et toutes les banques commerciales qui sont en Côte d'Ivoire ont été fermées sans sommation, sans préavis. Qu'est-ce qu'on organise? Vous êtes un chef d'entreprise.
Vous allez pour prendre l'argent dans la banque est fermée. Vous ne pouvez donc pas payer les fournisseurs. Vous ne pouvez pas payer les salariés. Vous ne pouvez rien faire. Vous êtes un ménage. Vous voulez retirer l'argent pour nourrir la famille, pour soigner la famille. Vous ne pouvez pas. En un mot, à travers cette décision prise par la France de Sarkozy, et puis on organise ce qu'on appelle un chaos, un blocus économique pour obliger la population à se retourner contre son président. Même s'il est élu démocratiquement, plus souvent, on parle de démocratie, mais c'est des sans parle. Vous comprenez? Donc, voilà. Et finalement, comme nous dit son ministre, Kone Katina, au plus tard, le 15 mai, la monnaie ivoirienne devait être en circulation. Quand la France a vu ça, elle a donné l'ordre et on a bombardé le président Gbagbo. Militairement. Sur le plan militaire, le président Sarkozy a mis tout un système en place. Allez voir même le Nigérian, Jonathan Goudelac, et tous les autres, les Ablaouad, tout ce que vous pouvez imaginer. Donnez même, et c'est lui qui parle, j'ai donné l'autorisation aux forces françaises d'exécuter ces opérations conjointement avec l'ONUCI pour obliger Gbagbo à laisser la place. Question fondamentale.